Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Perrine Suquet et Charles Deluermoz. Et c'est François Touchard aujourd'hui qui est à la réalisation technique de cette émission spéciale Bugaled-Braise. Évidemment, le Bugaled-Braise, tout le monde connaît le nom de ce chalutier du Guilvinec qui a sombré dans des circonstances mystérieuses en 2004, alors que se déroulait en même temps dans cette partie de mer entre la France et l'Angleterre, une série d'exercices militaires avec des sous-marins. Et si nous en reparlons aujourd'hui, alors que un non-lieu a été prononcé en 2014, non-lieu qui a d'ailleurs été confirmé par la Cour de cassation juste avant l'été, le 21 juin 2016, c'était l'occasion de la publication d'une BD. Et cette BD raconte l'histoire du Bugaled-Braise. Son titre est très simple, 37 secondes. C'est le temps exact que ce chalutier a mis à sombrer avec ses occupants. Mon invité est le scénariste, celui qui a voulu revenir sur cette histoire du Bugaled-Braise dans cette BD, Pascal Bresson. Bonjour. Bonjour Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. La BD paraît aujourd'hui aux éditions Locus Solus. Est-ce que je peux vous demander, Pascal Bresson, si vous avez choisi cette histoire parce qu'on en parlait beaucoup ou si elle vous a touché d'une manière particulière ? Elle m'a touché d'une manière particulière, mais c'est surtout que depuis quelques années, je me suis spécialisé dans les enquêtes criminelles, dans les enquêtes un petit peu épineuses, dans les enquêtes un petit peu complexes. Et dès le départ... L'affaire Seznec, par exemple. L'affaire Seznec, Dominici. Ouais. Et c'est vrai que quand, comme beaucoup de Français, j'étais devant mon écran ce fameux jour du 15 janvier 2004, j'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un bateau qui coule comme ça en pleine mer, nous sommes quand même pas au triangle des Bermudes, et à partir de ce moment-là, donc il y a un peu plus de 12 ans, je me suis dit je ferai un livre dessus. Donc j'ai pendant de nombreuses années, j'ai découpé des articles, j'ai enregistré des interviews, enfin tout ce qui touchait du Bugaled. Oui. J'ai mis ça dans un petit tiroir tout en me disant qu'un jour je ferai un livre. Et vous avez rencontré aussi les principaux acteurs du dossier dont on entendra certains au cours de cette émission. Jacques Lauzet, très rapidement, je le cite, réalisateur du film de Silent Killer, le tueur silencieux. Il faut comprendre le sous-marin tueur. Oui. Et puis nous aurons également dans l'émission le président de l'association SOS Bugaled-Braise, Dominique Launay. Mais d'abord, et en pensant aussi à ceux qui nous écoutent et qui ne se souviennent peut-être plus des circonstances exactes à la fois du moment où on a appris ce drame et puis de la saga judiciaire qui s'en est suivie, je vous propose de revenir sur tout cela avec des documents RTL, à commencer par le 16 janvier 2004, c'est donc le lendemain de la disparition de ce bateau. Le lendemain, on avait appris que les circonstances de mer, comme on dit, n'étaient pas favorables, et le correspondant de la rédaction en Grande-Bretagne, Daniel Caron, donnait sur l'antenne les premières explications qu'il avait pu recueillir auprès des autorités. Le chalutier s'abritait de la tempête dans le petit port de Newlyn depuis le début de la semaine. Il était reparti mercredi, il devait rentrer samedi à Loctudie. Hier à 12h40, dans une mer avec des creux de 7 mètres et des vents soufflant à 100 km/h, le Bugaled-Braise avec 5 hommes à bord chavire et sombre. Un autre chalutier donne l'alerte, une importante opération de secours est lancée avec 2 hélicoptères, 2 canots de sauvetage, un remorqueur, des bateaux de pêche se trouvant à proximité. Moins d'une heure après, un hélicoptère de la Royal Navy remonte 2 corps qui flottaient près de l'endroit où le Bugaled-Braise avait sombré. Les 2 malheureux n'avaient pas eu le temps de mettre leur gilet de sauvetage. Nous sommes arrivés rapidement. Je suis sûr que nous aurions pu les sauver s'ils avaient eu leur gilet, a dit le pilote de l'hélicoptère. À 17h15, la nuit arrêtait les opérations de recherche. Les sauveteurs avaient repéré un radeau de survie du chalutier, vide, un gilet de sauvetage, quelques débris et une tache d'huile sur la mer démontée. 5 jours après le naufrage, de nouvelles révélations provoquent la colère en Bretagne. Selon le procureur de la République de Quimper, en effet, le navire n'aurait pas été victime de la tempête, mais il aurait été éperonné
par un bateau de commerce qui aurait pris la fuite. On mettra plusieurs mois avant d'innocenter ce voyou des mers soupçonné d'avoir provoqué le drame. Ce bateau, le Seattle Trader, cargo philippin minéralier, contrôlé dans un port du sud de la Chine. On y a fait des prélèvements de peinture. Il a été mis hors de cause après des analyses 2 mois et demi après le naufrage en janvier 2004. Et puis, le 9 juillet de la même année, 9 juillet 2004, presque 6 mois après le naufrage, l'épave du Bugalet de Braise est remontée à la surface. Le lendemain, au Guilvinec, les familles apprennent qu'un corps a été retrouvé dans l'épave. Et sur RTL, on entend le récit de Nicolas Bobby. C'est l'émotion, les pleurs, ce soir ici au comité local des pêches du Guilvinec où les familles des victimes du naufrage attendaient des nouvelles suite au renflouement. On a appris il y a de cela quelques minutes qu'un seul corps se trouvait à bord du chalutier. Il n'a pas encore été identifié. Robert Bouguéon, le président du comité local. Maître Bérotte vient de m'appeler pour me dire que le juge d'instruction l'a confirmé qu'il y a un seul corps qui a été retrouvé à bord du Bugalet de Braise. Les recherches sont arrêtées. Le corps n'a pas été identifié. Il rentrera demain matin à Brest. Les familles seront reçues à Brest sont pris en charge par les gendarmes maritimes demain matin pour essayer d'identifier le corps. C'est la fin d'une longue attente. C'est pas encore la fin. Franchement, je pensais que les 3 corps étaient à bord. Je comprends pas trop. Je pensais vraiment que les 3 corps étaient à bord. Maintenant, toute la communauté maritime veut connaître les raisons du drame. Maintenant que le bateau a été mis à terre, il peut être examiné par les experts afin de déterminer peut-être la cause réelle du naufrage. Et le 14 juillet, quelques jours plus tard, donc 14 juillet 2004, toujours, pour la première fois, la justice admet la possibilité d'un choc avec un sous-marin. Nicolas Bobby fait le point dans RTL Matin après avoir rencontré à ce sujet le procureur de la République de Quimper. Après 6 mois au fond des abysses, l'épave est étonnamment bien conservée, ce qui devrait aider le travail des experts afin de lever le mystère sur ce naufrage. Roland Hesch, le procureur de Quimper. Des 2 côtés de l'épave, il y a 2 traces extrêmement fortes de choc, des coups de boutoir, je dirais presque, d'enfoncement. Ça démontre à quel point, quand même, il me paraît difficile que le navire éventuellement abordeur ne se soit pas rendu compte de ce qu'il a fait. Toutes les hypothèses, toutes les pistes sont ouvertes. Aujourd'hui, le procureur nuance ses propos. Je ne serai plus aussi catégorique et aussi affirmatif qu'au départ pour dire il est à peu près certain que ce bateau a coulé parce qu'il a été abordé brutalement par un très gros navire de commerce. Et c'est au vu des nouveaux éléments que je révise ma position. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais les techniciens, les experts ne l'excluront pas, le juge d'instruction ne l'exclura pas. L'hypothèse éventuelle d'un choc avec un sous-marin, éventuellement une explosion interne, une défaillance mécanique quelconque, voire une surcharge du navire, enfin je sais pas. Il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. À première vue, pas de traces suspectes de peinture sur la coque. Une simulation informatique du naufrage sera réalisée. Il faudra attendre un petit peu plus d'1 an, le 14 avril 2005, pour que France 3 et le journal Le Point révèlent que des manœuvres navales britanniques avaient bien eu lieu le jour du drame. Et cette thèse du sous-marin se renforce avec la publication du rapport de l'expert Dominique Salle le 9 juillet 2005. Cet expert indique que l'implication d'un sous-marin est, là, je le cite, la cause la plus probable du naufrage. 9 juillet 2005, donc, après la publication de ce rapport qui dit que le bateau aurait pu être entraîné par le fond en tentant de se dégager, Patrice Gabard sur RTL. Patrice Gabard est notre correspondant en Bretagne. Patrice Gabard fait le point sur cette question. Le train de pêche du Bugalet de Braise a parlé. En effet, selon 2 experts européens, des traces de ragage sur l'un des câbles et le croisement des 2 panneaux du chalut indiquent qu'une force exogène, en clair une croche par un sous-marin, est à l'origine du naufrage. Christian Bergotte, l'avocat du comité des pêches du Guilvinec. Cette croche a eu lieu entre 20 mètres et 40 mètres. Donc ça n'a pas eu lieu au fond, ça n'a pas eu lieu en surface, ça a eu lieu dans une situation intermédiaire et je ne vois pas d'autre engin qui peut naviguer sous l'eau qu'un sous-marin à cette hauteur-là. Plus prudente, la justice n'écarte pas l'hypothèse d'une éventuelle voie d'eau. Mais pour les familles des victimes, persuadées depuis bien longtemps que le coupable est un sous-marin, l'enquête officielle prend désormais le bon cap. Bertrand Le Floch, le frère de l'une des victimes. On va de l'avant là, honnêtement oui, ça nous a fait du bien quand même.
Mais maintenant, il faut que ça aille au-dessus, quoi. Il faut que les politiques s'en mêlent, il faut que le gouvernement bouge, il faut que le gouvernement bouge. Nous, on veut savoir qui les a tués, point final. On veut savoir qui c'est qui les a tués. Et ce qui conforte l'hypothèse du sous-marin qui aurait entraîné le bateau vers le fond, c'est aussi la rapidité du naufrage. On disait moins d'1 minute. Maintenant, on sait, les experts sont formels. Le bateau a mis 37 secondes à sombrer. 37 secondes, c'est le titre de la bande dessinée qui paraît aujourd'hui aux éditions Locus Solus. Pascal Bresson, son auteur, est avec nous. On le retrouve dans quelques instants. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Pascal Bresson, il est scénariste de la bande dessinée Bugalet de Braise, 37 secondes, donc qui paraît aujourd'hui aux éditions Locus Solus. D'ailleurs, votre BD s'ouvre sur une scène qui se passe dans un sous-marin. Vous n'en dites pas plus, mais enfin, on sent déjà que cette hypothèse du sous-marin va avoir une importance dans votre récit. Et il faut dire que c'est une sorte, on dirait pour la télévision, un docu-fiction. Tout ce qui concerne l'affaire est réel et vrai, mais il y a un personnage que vous avez inventé. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une histoire dans une histoire. À l'énonciation d'ailleurs de témoignages de tout à l'heure, ça fait quand même froid dans le dos. Parce que quand on reprend toute l'affaire depuis le début, c'est quand même un travail de longue haleine, puisqu'il m'a fallu prendre 4 années pour faire ce roman graphique qui fait 140 pages, qui est dessiné par mon camarade Erwan Le Saec. On s'aperçoit qu'on entre vite dans un jeu politico-médiatique où toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, c'est vrai. Alors, vous imaginez que un journaliste un petit peu sur le retour qui s'appelle Artus Bosnek et qui est là alors je sais plus s'il est au Guilvinec ou enfin il est là en tout cas sur le port et il a pas bonne réputation, il se fait virer un peu de tout le monde, les flics le connaissent. Alors Artus Bosnek en fait c'est mon fil rouge, c'est mon fil conducteur. Il me fallait un personnage fictif pour pouvoir justement aborder ce sujet complexe. Je pouvais pas prendre en fait les personnages, les protagonistes actuels, hein. C'était indécent et quelque part ils se seraient pas forcément retrouvés. Donc un élément extérieur était plus facile. Donc qui mieux qu'un journaliste aigri, taiseux, sur la brèche, qui n'a plus qu'une chose à faire, c'est trouver l'affaire de sa vie. Et le Bugalet de Braise arrive au bon moment. Sauf que, évidemment, il va se frotter au mensonge, à la manipulation de l'État, à la manipulation judiciaire. Il va se rendre compte que toute cette affaire est pourrie, mais avec lui, comme c'est un vrai Breton, il est opiniâtre, il est tenace, il va aller jusqu'au bout, donc il va rencontrer les familles, il va soutenir surtout les familles, parce que les familles, forcément, avec toute cette histoire, sont en pleurs, sont désemparées, et lui, justement, il va mener son enquête. Le seul souci, c'est que Artus Bosnek, il a un problème, il a un secret, et ce secret-là, évidemment, il va falloir lire le livre. Oui, alors bien sûr, et on ne parlera pas d'ailleurs de la fin de ce que... D'ailleurs, je trouve que roman graphique, c'est très beau comme mot. Bon, on dit bande dessinée, mais c'est d'abord et avant tout un roman graphique. Vous l'avez fait lire aux familles, vous avez demandé leur avis. Alors oui, aux uns et aux autres. Excusez-moi, Jacques. Oui, au départ, c'est vrai que via Facebook, évidemment, je suis ami avec quelques membres de la famille. Alors pour être honnête, tous étaient d'accord, étaient même contents, parce que la seule peur qu'ont les familles, c'est qu'on oublie cette histoire. C'est vrai que maintenant tout va très vite. Une histoire arrive, une autre la remplace. Donc leur seule peur, c'est de l'oublier. Avec ce roman graphique, c'est l'opportunité d'en parler, mais surtout de toucher un lectorat, puisque le support de la bande dessinée est un bon support pour toucher la jeunesse. C'est pour moi comme un devoir de mémoire, parce qu'en fait, j'aime faire de la bande dessinée pour laisser une trace, pour m'adresser aux jeunes, et les familles étaient très contentes. Par contre, elles étaient évidemment inquiètes, parce qu'il y a eu tellement de choses de dites. Et oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous posais la question, bien sûr. Et donc, comme je suis un peu, entre guillemets, sans prétention, un petit peu spécialiste de l'affaire Dominici, de l'affaire Seznec, c'est aussi deux affaires compliquées, que le petit-fils d'un côté de Dominici et le petit-fils de l'autre, Seznec, ils ont été tous les deux contents. Et donc finalement, les familles ont été très contentes. Donc elles vont découvrir ce livre aujourd'hui, puisqu'il y a un rendez-vous à la librairie Dialogue ce soir à Brest à 18h. On se donne tous rendez-vous et je pense qu'au final, elles vont être vraiment très contentes parce que dans ce livre,
tout le monde parle. De toute façon, ce qui demeure, ce qui est un fait, j'allais vous demander si vous étiez breton ou pas. D'adoption. D'adoption. En fait, c'est aussi ce livre une manière de pénétrer, mais le mot n'est pas adapté, de comprendre peut-être ce qui soude ces gens qui font ce métier-là, qui est un des plus dangereux du monde. On disait que les deux métiers les plus dangereux, c'était les pêcheurs et les mineurs. Et c'est vrai qu'il y a une grande solidarité dans le milieu de la mer. Je l'ai vu quand je suis allé au Loctudy, puisque le lieu du drame se passe au Loctudy, petite commune du Finistère Sud, et en fin de compte, les marins venaient de là-bas, et il y a un QG, un point, un repère, c'est le Café du Port. Il existe réellement. Et pour faire le repérage de cette bande dessinée, j'y ai passé 2 jours. Je me suis fondu dans la masse au travers des gens. Je suis pas arrivé avec mes gros sabots. J'ai un petit peu questionné de droite et gauche, et je me suis rendu compte que l'ambiance était encore lourde, que même encore après 12 ans, les gens étaient marqués. Alors, on va revenir là, on va continuer à parler évidemment, mais sans dévoiler effectivement la fin de ce roman graphique. C'est, il faut le dire, aussi une fin dramatique. Bon, nous n'en tirons pas plus. On va revenir à ces documents d'actualité, ces documents RTL. Je voudrais qu'on en entende un tout de suite. Il faut dire d'abord que en novembre 2006, donc le temps passe. Oui. En novembre 2006, le bureau enquête accident, si j'ose dire, le BEA mer, qui a été consulté, rend un rapport et il retient la thèse de l'accident de pêche, la fameuse croche sur le fond. Les familles sont évidemment effondrées, extrêmement déçues. Et en fait, en décembre, il faudra attendre décembre 2010 pour que un témoignage inédit, proche, on va dire, très proche même de l'armée française, est recueilli par un journaliste du magazine Le Marin, qui s'appelle Philippe Urvois. Et selon ce journaliste, selon la personne qu'il a rencontrée, un sous-marin britannique qui est déjà apparu dans l'enquête, aurait signalé qu'il avait eu une avarie après la disparition du chalutier français. On en reparlera plus longuement tout à l'heure avec d'autres invités, mais on va tout de suite écouter les explications de ce journaliste joint au téléphone pour RTL par Ninon Gabaroche. Ce témoignage dit en fait que le sous-marin nucléaire d'attaque français Ruby était en exercice avec un sous-marin anglais le jour du drame, et que ce sous-marin anglais a envoyé un message peu après le drame, donc le 15 janvier 2004, indiquant qu'il était en avarie et qu'il interrompait l'exercice pour rentrer à terre. C'est une affirmation qui contredit tout ce qui a été officiellement déclaré jusqu'ici. On peut supposer, si on admet que ce témoignage-là est valide, qu'à partir du moment où les Anglais n'ont rien dit, les militaires français ne pouvaient difficilement parler sans mettre en difficulté leurs alliés, et que peut-être ils se sont trouvés prisonniers de ce silence, et qu'ensuite la médiatisation de l'affaire leur a interdit de parler. C'était trop tard. Alors nous allons continuer à évoquer à la fois le roman graphique, la bande dessinée de mon invité Pascal Bresson. Nous aurons dans quelques instants au téléphone Jacques Lauzet qui a réalisé ce film de Silent Killer, qui est aussi l'auteur d'un livre, Bugalette-Braise, L'enquête torpillée. Et puis nous aurons également Dominique Launay tout à l'heure, le président de SOS Bugalette-Braise. Et nous entendrons à nouveau d'autres documents de la rédaction d'RTL. L'heure du crime. Sur RTL. Et à la une de notre émission aujourd'hui, le mystère du Bugalette-Braise. On peut parler de mystère parce que les raisons pour lesquelles un non-lieu a été prononcé en 2014, non-lieu confirmé par la Cour de cassation en 2015, c'est justement que aucune explication valable n'avait pu finalement être fournie et que les juges ne voyaient plus quelles investigations entamer pour essayer d'aboutir à la vérité. Alors, maintenant qu'on a dit ça, évidemment, il reste des familles meurtries, il reste des marins, il reste une opinion largement persuadée que l'accident soit en fait dû à un sous-marin qui était en exercice le jour où ce bateau a fait naufrage. Mais il faut dire que depuis 2008, les investigations de la justice française ne sont pas allées dans le sens
sens de la recherche d'un sous-marin éventuellement auteur de l'accident. C'est peut-être ce que vous allez nous confirmer, Jacques Lauzet, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je rappelle, vous êtes le réalisateur de ce film de Silent Killer et vous êtes aussi l'auteur d'un livre que je recommande vraiment à tous ceux qui s'intéressent à cette affaire, Bugalet-Brez, l'enquête. Vous confirmez qu'après 2008, finalement, on a abandonné cette piste? Absolument. Ce qui est assez curieux, c'est que le jugement du 31 juillet 2008 du tribunal de Quimper avait conclu très nettement en faveur de la thèse du sous-marin. Oui. Et il avait été ordonné de rechercher le sous-marin responsable. Oui, c'est ça, on ne recherchait pas si un sous-marin avait été l'auteur, mais quel sous-marin avait été impliqué, voilà, en fait. Voilà. Oui. Mais la thèse, ça je le souligne, et on le dit pas assez, que puisqu'on prétend qu'il y a deux thèses, celle de l'accident de pêche et celle du sous-marin, non, c'est pas vrai, puisqu'en 2008, il avait été établi d'une manière très précise, parce que tout simplement, le chalut était resté au fond, mais il n'avait pas du tout accroché le sable. Les images du robot que la marine avait envoyé avaient montré que tout était calme. Il y avait simplement une chose assez bizarre, c'est que un des câbles avait été déroulé de plus de 140 mètres par rapport à l'autre, donc ce qui impliquait qu'il y avait eu un accrochage par un élément extérieur, c'est-à-dire un sous-marin, et non pas un accident de pêche où, si le chalutier avait vraiment croché au fond, vous auriez eu les deux câbles qui tirent le chalut qui seraient restés parallèles, et donc on n'aurait pas eu ce problème. Autre chose, c'est que Ifremer, qui est quand même un institut spécialisé très sérieux, qui connaît bien les problèmes de chalut, puisqu'il a été créé pour aider les pêcheurs à pêcher dans les meilleures conditions possibles, avec des outils qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire les chaluts. Il a donc, avec des moyens qu'ils ont, c'est-à-dire des essais en bassin et surtout un logiciel informatique, ils ont pu déterminer qu'il avait fallu une force de 25 tonnes exercée de haut en bas pour faire couler le chalutier. Ouais, ça, c'était des modélisations dont on a vu d'ailleurs à l'époque des images. Hein. Donc l'Ifremer n'est pas d'accord avec le bureau enquête accident, quoi, le BEAMER. Alors le BEAMER a dit que c'était un ensemble de causes qui est assez confus. Ouais. On avait laissé les portes ouvertes et puis une vague. C'est très vague. Et quant à la croche dans le sable, il faudrait plus qu'un seul chalutier dans le monde s'aventure à pêcher avec un outil pareil, parce que les chalutiers sont faits pour... On les a appelés les racleurs d'océan, hein, vous vous souvenez du livre d'Anita Conti. Eh bien, c'est aberrant comme... Ça a fait rire sur tous les quais de France et de Navarre, malheureusement... Oui, malheureusement, il y a un drame derrière, surtout. Jacques Lauzet, on va pas employer la langue de bois, c'est pas l'habitude de la maison ici, ni la vôtre, je sais. Je suis en train j'ai devant les yeux ce livre dont je citais le titre tout à l'heure, Bugalet-Brez, qui est paru également d'ailleurs chez Locus Solus. Le sous-titre, c'est Silence, pression, manipulation. Non, c'est l'enquête torpillée. Pardonnez-moi, c'est l'enquête torpillée, exactement. Mais il y a l'argument, on va dire, en dessous, qui est en rouge quand même sur la couverture, silence, pression, manipulation. Vous pensez précisément qu'il y a eu des manipulations ou des pressions, mais pourquoi? Pour protéger l'armée française ou l'armée britannique? Comment on peut expliquer Alors vous donnez une explication, mais moi je n'en ai pas. Hein. On s'interroge, je ne suis pas le seul. Moi, je ne me permettrai pas d'avancer des hypothèses, parce que je pense que ça touche des intérêts supérieurs assez élevés. Bon, il y a l'industrie nucléaire, il y a des manœuvres internationales. Qui pourrait être donc une possibilité d'explication. Mais vous pensez qu'on connaîtra un jour la vérité sur ce naufrage? Moi, je pense, oui. Je pense, un petit peu comme dans l'affaire Dreyfus, il y a quelqu'un qui parlera un jour. Hein. Alors, contrairement à ce qu'on essaye de dire, que ce serait un des
des membres de l'équipage du sous-marin en cause, ça je ne crois pas un seul instant, parce que je suis convaincu comme l'amiral Salle qu'on ne s'est pas rendu compte exactement de ce qui se passait à bord, parce qu'il faut dire il y a une telle disproportion de masse entre le sous-marin et le chalutier. Le chalutier, c'est un peu comme un smirnoc de 40 tonnes et un vélo, quoi. Ouais, bien sûr. Malheureusement, souvent ça arrive que le chauffeur routier ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Ouais. Là, c'est un peu la même chose. Par contre, dans les états-majors, on sait très bien que ce jour-là, il y avait telle manœuvre, il y avait tel et tel navire en cause. Donc, s'il s'est passé quelque chose, ils savent que c'est l'un ou l'autre, quoi. Je vous remercie beaucoup de votre éclairage. On ne peut pas aller plus loin là maintenant, mais je recommande donc d'abord à ceux qui nous écoutent de voir votre film s'ils n'ont pas déjà vu, de Silent Killer, et puis de lire ce livre Bugalet-Braise, l'enquête torpillée. Merci infiniment. Une pause tout de suite et on retrouve Pascal Bresson dans un instant. L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime spécial Bugalet-Braise aujourd'hui à l'occasion de la parution de la bande dessinée de Pascal Bresson, Bugalet-Braise, 37 secondes. C'est le temps que les experts ont pu déterminer. Pascal Bresson, vous me le confirmez, c'est-à-dire ces 37 secondes ne sont pas sorties d'une imagination. Hein. Non, ces 37 secondes par rapport à Serge Cossec qui était le second capitaine, c'est le temps qui s'est écoulé au moment où l'appel a été lancé. Le SOS, voilà. Parce que évidemment on revit, on l'a pas dit encore, parce que on a parlé à très grande ligne là de de l'histoire que vous racontez avec ce personnage de journaliste qui est le seul personnage imaginaire de toute l'histoire, qui va lui mener son enquête, mais qui a également sa part d'ombre et sa part de secret. Mais autrement, vous nous faites dans votre scénario, vous nous faites revivre absolument tous les moments importants de l'affaire. On est d'abord à l'intérieur d'un sous-marin. Bon, peut-être effectivement, comme le disait tout à l'heure Jacques Lauzet, c'est un 40 tonnes qui renverse un vélo. Les gens sont peut-être même pas conscients qu'il soit passé un drame, mais on n'en sait pas plus. Après, on est à bord de cet autre chalutier qui va recevoir l'appel, puisqu'il y a eu un appel du Bugalet-Braise. Tout à fait. On sombre ou on se retourne, je ne sais plus exactement quel était Serge, le mot. viens vite, on chavire. On chavire, voilà, exactement. Et puis, ainsi de suite pour tous les grands éléments. Alors moi, j'ai envie, là, cette fois-ci, pas à l'auteur de la bande dessinée, mais à vous qui connaissez très bien ce dossier, qu'est-ce qui vous titille encore ? Qu'est-ce qui vous paraît important à faire savoir au public autour de cette histoire ? Alors moi, ce qui me touche davantage, ce sont les familles. À la lecture de tous les dossiers, de tous les éléments que j'ai pu réunir, je me suis aperçu qu'on avait totalement oublié les familles. Pendant que les familles pleuraient, finalement, on titrait les gros titres. Il y avait aussi un combat d'espères entre l'Ifremer et le Behamer. Et dès le départ de l'affaire, on a mis ça sur le compte du capitaine Yves Cloasguin, le capitaine du Bugalet. On a fait passer ça pour une erreur humaine, dès le départ. C'est comme on parle toujours de l'erreur de pilotage dans les accidents d'avion, quoi, finalement. Complètement. Parce que c'était une explication. Alors, qui peut être d'ailleurs, pourquoi ne pas l'évoquer, puisque il y a d'autres bateaux qui ont failli sombrer à la suite d'une croche. Est-ce qu'on peut encore parler d'erreur de pilotage dans ce cas-là ? Non, c'est un peu la fatalité. Alors, ce qui est quand même fou aussi dans le dossier, c'est que le 15 janvier 2004, le Bugalet coule. Le lendemain, à la préfecture maritime de l'Atlantique, ils annonçaient dès le départ qu'effectivement, dans le secteur, il y avait quand même une opération de sous-marins. Il y avait 5 nationalités, oui. Et il y avait des exercices en mission. Dès le départ, il a voulu se déculpabiliser. Mais après, ce qu'il faut aussi le dire, c'est que comment dirais-je, au moment où je crois que ça devait être autour du 19 janvier, non, je crois que c'était le 18 janvier, pardon. Ouais. On a dépêché l'Andromède, le chasseur de mines de Brest. D'ailleurs, Michel Douce était à bord pour aller faire les premières photos de l'épave du Bugalet qui était à 83 mètres de fond. Michel Douce, c'est l'armateur du bateau. Bon, alors il y a ça, et il y a eu aussi toute cette bataille judiciaire, quoi, avec alors, on ne peut pas parler à proprement parler de bataille judiciaire comme on parlerait de bataille d'experts, mais pour vous, les juges, si j'ai bien compris, ne connaissaient pas tous non plus
le milieu marin, quoi. Non, parce que dès le départ, en fait, on a demandé au procureur de la République de Quimper, Roland Hersch, qui était à l'origine spécialisé auprès d'enfants maltraités, de s'occuper de l'affaire du Bugalet de Braise. Et lui, dès le départ, en fait, a semé le doute. Ça a été le gros cafouillage. Il a un petit peu semé la cisanie. Il a orienté, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, la piste du cargo voyou, le Seattle Trader, le Philippin. On a perdu 6-7 mois à cause de ça. Les familles y croyaient. Oui, les enquêteurs disent toujours il faut ouvrir des portes, ne serait-ce que pour les refermer. Donc on ne peut pas reprocher à des gens qui mènent une enquête sur un mystère maritime d'envisager cette hypothèse. C'est vrai, mais c'est seulement qu'après quelques années, il est revenu sur ce qu'il avait fait et il a reconnu qu'il avait été manipulé. Il a reconnu qu'il avait été manipulé par l'armée. Il l'a reconnu. Il y a un journaliste qui l'a interviewé, d'ailleurs, qui a écrit un livre. Je me souviens plus le titre. Et dans cette interview, ce procureur de la République de Quimper a reconnu qu'il avait eu des pressions et qu'il avait été manipulé et que finalement, il avait fait fausse route. Dans un instant, nous allons faire une pause tout de suite et dans un petit instant, nous allons retrouver comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Dominique Launay, le président de SOS Bugalet de Braise. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. L'enquête sur la disparition du Bugalet de Braise, on le dit depuis le début de cette émission, un non-lieu a été prononcé, mais d'une certaine manière, l'affaire est peut-être en train de repartir en Grande-Bretagne, ce qui soulève un immense espoir dont on va parler dans un instant avec monsieur Dominique Launay, qui est président de l'association SOS Bugalet de Braise. Mais d'abord, je voudrais qu'on entende un dernier document RTL, parce qu'il y a tellement de souffrance derrière toute cette affaire. On sent la souffrance de tout le monde, oui. Et on le sent dans votre récit, Pascal Bresson. Et on va entendre là, justement, monsieur Michel Douce, dont on parlait tout à l'heure, l'armateur du bateau, propriétaire du bateau. Pourquoi ? Parce que le 25 mars 2014, les juges nantais font savoir aux familles des victimes qui espéraient qu'on relance les investigations, que non, que l'instruction était close. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé, puisque ça a effectivement abouti au non-lieu annoncé. Évidemment, les familles des marins ont fait appel de ces décisions, mais ils n'ont pas été entendus. Les juges de la Cour d'appel de Rennes se sont penchés également sur la question. La réponse a été la même. Et à ce moment-là de l'histoire, Patrick Gabard, notre correspondant dans la région, recueillait la réaction de Michel Douce. Écoutez-le. Le 15 janvier 2004, il y a des marins qui ont tué 5 gars de marins. Et ces gens-là vont se promener dans la nature, profiter de leur retraite gentiment, sans avoir de compte à rendre à personne. Alors moi j'ai un équipage. Les petits-enfants ne connaîtront jamais leur grand-père. Et aujourd'hui, on nous dit, non, c'est le fruit de votre imagination. On va où là ? On va où ? Il y a de quoi être révolté. Aujourd'hui, je leur demande de venir parler. Il faut savoir que l'ancien commandant du Ruby, aujourd'hui, il profite d'une jolie retraite en Allemagne. Alors lui, je l'appelle personnellement à ce qu'il vienne s'expliquer où il était le 15 janvier 2004. Est-ce qu'il était sur les fonds de 3000 mètres au large de la Bretagne ou sur les côtes anglaises à faire mumuse avec un Anglais ? C'est tout ce que je lui demande. Si c'est un homme, qu'il vienne s'expliquer devant nous, qu'il vienne nous dire « oui, j'y étais ». Non, j'y étais pas, c'est pas moi. Mais au moins qu'il vienne. La justice n'a pas voulu l'entendre. Voilà, c'était Michel Douce le 14 mai 2015 dans RTL Matin. Alors maintenant, que se passe-t-il du côté de l'Angleterre ? Est-ce qu'il y a un vrai espoir de voir repartir toute l'enquête ? On va en parler tout de suite donc avec Dominique Launay. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Pradel. Alors, et bonjour à Monsieur Bresson. Oui, qui est près de moi, qui vous salue. Bonjour aussi. Dominique. Bonjour. Dites, les dernières minutes de l'émission, vous voulez les passer avec vous pour que vous nous disiez ce que vous pensez de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous pouvez, en quelques mots, nous dire pourquoi il y a une enquête anglaise en ce moment ? Alors, l'enquête en Angleterre est aboutie suite au non-lieu prononcé par la France et cette enquête est due au fait que nous avons eu 2 marins qui sont passés sur le sol britannique le 15 janvier 2004. Donc, comme ça s'est passé sur le sol britannique, la justice britannique est donc légitime pour s'intéresser à l'affaire. Pour ouvrir cette enquête et connaître la cause du décès de ces 2 marins.
Oui. Alors, je crois que tout à l'heure, on parlait avec Jacques Lauzet. Je crois qu'il a fait parvenir, à leur demande, d'ailleurs, à la demande de la justice britannique, son film, Silent Killer. Pour votre part, vous êtes allé. Il y a eu une audience, je crois, en Cornouailles britannique ces derniers temps, où vous étiez. Tout à fait. J'étais présent à la 4e séance de pré-inquest. Oui, alors c'est pré-enquête, c'est ça en français. Pré-enquête. Oui, alors qu'est-ce qui se passe racontez-moi qu'est-ce que vous avez vécu comme moment. Eh bien, écoutez, tout simplement, la coroner aujourd'hui rassemble l'ensemble des pièces. Elle interroge les différentes parties et ensuite, une fois qu'elle aura réuni toutes ces pièces, elle pourra commencer à travailler très sérieusement à un jugement, une semaine complète, qui aura peut-être lieu, mais uniquement si toutes les pièces sont réunies, au mois de janvier 2017. Les 16 et 20 janvier 2017, ce sont les dates qui sont avancées. Alors, mais est-ce que vous pensez que la justice britannique peut faire toute la lumière sur l'affaire en aussi peu de temps ? Alors, au départ, cette semaine de jugement était prévue au mois de septembre. Mais vous avez raison, moi je m'inquiétais sur le fait qu'elle puisse réunir autant de pièces en si peu de temps. La coroner prend son temps. Elle a bien dit qu'elle souhaitait faire des séances de visioconférence donc au mois de septembre. Il vient de s'en passer une. Ensuite, une deuxième séance qui aura lieu au mois d'octobre et une troisième visioconférence au mois de novembre. Et nous aurons donc ensuite un nouveau rendez-vous au mois de décembre pour la 5e séance de pré-enquête avec la coroner et les parties civiles et adverses de cette affaire. Donc cette coroner, elle peut nommer des experts, elle peut diligenter des enquêtes, elle peut entendre des témoins. Tout à fait. Elle peut mener son enquête comme un juge en France. Oui, et donc ça a relancé pour vous, en tout cas, et pour votre association, et pour les familles, j'imagine, pour tous ceux qui sont proches du dossier, un véritable espoir. Mais vous avez l'espoir que ça débouche sur quel genre de décision ? L'espoir que l'on a, c'est qu'on arrive à amener des éléments nouveaux et probants qui permettraient la réouverture de l'enquête en France, puisque nous avons encore 3 ans pour nous permettre de réouvrir cette enquête auprès de la justice française. Ouais, c'est-à-dire que la décision britannique pourrait être un fait nouveau qui pourrait être donc présenté à la justice française pour relancer l'affaire. Tout à fait. Bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite, mais j'avais envie de simplement d'en faire part aux auditeurs d'RTL. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dominique Launay. Et je peux me permettre un dernier mot, excusez-moi. Je vous en prie. Nous serons ce soir à Brest. J'aurai tout le loisir de dire à Pascal Bresson tout le bien que je pense de cet ouvrage. Oui. Et puis, nous serons aussi à 20h30 au cinéma Le Studio à Brest pour diffuser le film de Jacques Lauzet. Eh bien, le rendez-vous est donné. Je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie. Pascal Bresson, je vous remercie également. Merci beaucoup, Jacques. Je recommande vraiment votre livre. C'est pas de la publicité, ni gratuite, ni pas gratuite, mais ce roman graphique est vraiment une réussite. Et je crois que la mémoire de ces marins méritait ce genre d'ouvrage. Et les familles aussi, surtout. Et des familles, voilà. Bugaled-Brest, 37 secondes, c'est cette bande dessinée qui paraît aujourd'hui chez Locus Focus et signée de Pascal Bresson avec les illustrations de Erwan Le Sec. Très bon dessinateur. On parle moins des dessinateurs que des scénaristes, mais l'ambiance et l'atmosphère du livre lui doivent évidemment dessinateur instinctif. Beaucoup. Merci beaucoup. L'émission est terminée dans quelques instants. Flavie Flamand et les infos comme d'hab. L'heure du crime sur RTL.